Romain Bernini, alors je discutais un peu avec lui tout à l'heure de son travail, et moi ce qui m'avait un peu retenu quand je voyais ses peintures, je faisais une association avec Igor d'Agamben qui s'appelle La communauté qui vient, et qui parle d'un futur que le philosophe considère proche, où on aurait affaire à des singularités quelconques, c'est-à-dire qui essaieraient d'exister sans appartenance, sans être rouge, musulman ou autre appartenance. Ce qu'il y a de troublant dans son travail, c'est qu'il y a à la fois des signes reconnaissables de culture. On trouve des sadhus, on trouve des masques primitifs, et en même temps, on se demande bien ce qu'ils font là, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'assez incongru. Tout ça dans des lieux qui ressemblent à on ne sait trop quel endroit. Enfin, donc il y a quelque chose à la fois, il me semble, qui traverse le temps, qui est peut-être aussi l'histoire de la peinture, mais il y a une forme d'actualité ou de contemporanéité, en tout cas dans les images qu'il produit. Enfin, tout ça, je ne sais pas s'il va nous décrypter ou augmenter le mystère de son œuvre, mais il va nous raconter tout ça. Vous m'entendez? Oui. Bonsoir à tous. Je suis ravi d'être ici, parmi vous. Et je vous remercie d'être là. Je remercie l'école d'art et particulièrement Frédéric Duprat de m'avoir invité pour avoir la chance de vous présenter mon travail. Alors j'ai un peu du mal avec l'aspect professoral comme ça derrière. Je suis tout seul derrière mon pupitre, vous êtes tous devant moi. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais parler, je vais faire défiler des images, mais si vous avez une question, si vous avez une critique, une remarque, surtout n'hésitez pas à nous en faire part, qu'on puisse aussi dialoguer. Je pense que c'est le principe, et c'est le but en partie de ce moment tous ensemble. Alors, pour commencer, simplement, je vais parler un tout petit peu de peinture, comme ça, en général, et notamment de ce moment particulier aujourd'hui dans l'art contemporain, ce rapport à la peinture qui est en train de changer. On le voit quasiment de trimestre en trimestre, les critiques commencent à s'y intéresser beaucoup plus, les critères bougent. En tant que peintre, on se retrouve invité dans des expositions et par des commissaires dont on pensait qu'ils avaient complètement arrêté de s'intéresser à ce médium-là. Donc je vais faire pas un état des lieux, mais donner 2-3 sensations que j'ai moi sur cette spécificité de ce médium. Il faut savoir aussi que je ne suis pas du tout dans la défense de la peinture. Je m'intéresse à beaucoup d'autres pratiques. Je pense que c'est primordial pour tout artiste de pas cloisonner comme ça ses intérêts. Le propre même de l'artiste, c'est d'être curieux, de faire bouger les lignes, de se remettre en question. Et même si à un moment on choisit un médium de prédilection, on a énormément à se nourrir de toute autre pratique. Donc ça c'est important. Moi je suis vraiment pas dans la défense de ce médium, et je pense qu'on a attaqué la peinture justement à cause de peintres qui la défendaient corps et âme, alors qu'à mon avis elle a toutes ses qualités, ses défauts aussi. Je vais essayer d'en parler un petit peu. Alors pardonnez-moi si je lis un petit peu au début pour me lancer comme ça. J'espère que c'est pas gênant pour vous. Alors, la peinture a très souvent été marquée par l'empreinte du pouvoir. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Ce rapport d'une image fixe au pouvoir. Donc, elle a été marquée par ce pouvoir, des fresques rupestres aux portraits royaux, des icônes religieuses, aux derniers grands peintres américains. L'objet peint a souvent posé, ou du moins tenté de poser, de par sa force et son efficacité, une emprise sur le regardeur.
Et il se trouve qu'aujourd'hui, tout l'intérêt que moi je trouve à la peinture, ça va plutôt être son inefficacité par rapport au régime des médias, des images. C'est-à-dire que peindre, c'est essentiellement apposer de la couleur ou des traits, des lignes sur un support. Et ça demande beaucoup de temps. Et par rapport aux milliers d'images que nous recevons, que nous avons la possibilité de recevoir chaque jour, ce qui n'était pas un choix jusqu'à présent, de choisir le médium pictural, maintenant fait sens. C'est-à-dire que fatalement, lorsqu'on peint, on arrête le temps, ce flux des images, pour en produire une seule, avec un temps complètement dilaté. Et finalement, la chance qu'on a en tant que peintre, c'est de pouvoir, par ce temps dilaté, proposer un chemin au travers de cette image, mettre en avant des doutes, des certitudes, et c'est ce qui fait pour moi toute la force du travail pictural, c'est de non pas donner une image finie, mais de montrer à voir plutôt tout un cheminement, des questionnements, des allers-retours. Ceci est lié notamment par le principe même de la peinture, c'est qu'on l'a fait avec sa main, avec des outils, et donc il y a une grande part laissée au hasard. J'imagine que vous connaissez Francis Bacon. Lui travaille beaucoup par exemple avec le hasard. Beaucoup de peintres travaillent avec le hasard, avec la coulure, avec le pliage. Raymond Hinz par exemple, je pense comme ça. Et donc voilà, la peinture par son temps dilaté permet tout ça, ce que permet pas l'extrême actualité et le flux très vivace des images, notamment internet, d'actualité, des vidéos. Je ne mets pas une échelle de valeur, je dis juste, voilà, si on choisit de s'engager dans cette voie-là, il faut avoir conscience que c'est une force, justement, ce temps dilaté. Alors, je m'appelle Claude Lévesque, du coup. Ah. Décidément, il est partout. Hein. Donc, je voulais rappeler aussi que les deux plus grosses attaques récentes qui ont été faites envers la peinture ont été par la photographie et par les peintres eux-mêmes, et notamment dans la personne de Duchamp. La photographie, elle l'a attaquée entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle lui a enlevé ce rapport à la véracité, et du coup au pouvoir. C'est-à-dire que avec une photographie, on a ce « ça a été » maintenant. Ce « ça a été », c'est une évidence d'une réalité projetée sur une image. La peinture ne s'en occupe plus à partir du moment où la photographie advient et devient populaire. Donc on n'a plus de portraits royaux, on n'a plus de portraits de bataille, enfin de peinture de bataille, etc. Ce qui m'intéresse un peu plus, c'est que avec l'avènement du ready-made, alors le ready-made, juste un objet déjà fait, c'est-à-dire qu'on va sortir de son contexte, mettons une roue de bicyclette, une pelle, et on va la changer de contexte, l'inverser, et le ready-made pur d'ailleurs est assez rare, mais c'est-à-dire le ready-made pur, on ne doit absolument pas changer cet objet, et on va déclarer que c'est une œuvre. Duchamp l'a fait très tôt, au début du XXe siècle, et du coup c'était une attaque très très forte envers la peinture. C'était une attaque de ces critères même de jugement, c'est-à-dire que tout pouvait devenir œuvre à partir du moment où il y avait un contexte et une volonté de faire œuvre. Ça a été assez violent, il y a eu énormément de débats, de critiques, et la peinture a été assez malmenée tout au long du XXe siècle, toujours sur cette base du rapport au ready-made. Il faut savoir pour la petite histoire que le ready-made pur est très très rare, il y a 2-3 œuvres. Très souvent on parle de ready-made arrangé, c'est-à-dire qu'il y a quand même une intervention de l'artiste, si minime soit-elle, qui fait que l'objet choisi bascule du côté de l'œuvre d'art. Donc les deux attaques envers la peinture sont donc par la photo, par la photographie, pour ses qualités évidentes de reproduction du réel et du coup de reproductivité,
et le ready-made. Ce qui fait, enfin, avec cet avènement du ready-made, on est rentré assez radicalement durant la première partie du XXe siècle, dans une histoire de la rupture et dans une critique du jugement esthétique teintée par ce rapport à la rupture. C'est-à-dire que petit à petit, très vite, les artistes, alors ça a déjà été le cas avec Courbet, déjà un petit peu Manet, Goya, avec les impressionnistes, mais tout s'est très rapidement accéléré. Et il fallait pour chaque génération d'artistes mettre à bas, si vous voulez, les critères esthétiques, les engagements esthétiques de la génération précédente. Alors ça a été un siècle d'une vivacité absolue, avec l'histoire de l'art n'a pas encore tout digéré, à mon avis. Et là-dedans, la peinture comme on va dire, médium hégémonique dans l'histoire de l'art, elle a quand même plus de 30 000 ans d'existence, a été malmenée et a été attaquée comme un pouvoir en place à mettre à bas. Du coup, ça a donné par exemple le postmodernisme, où on va citer des éléments antérieurs, on va mélanger les choses, on va métisser des éléments. Et puis maintenant, on est dans une confusion assez grande. Il n'y a plus vraiment de mouvement, il n'y a plus vraiment de sens. Tout est possible. Je le comparais un peu à la musique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez écouter du hip-hop, de l'électro, de la musique classique. Ça n'a aucun souci, tout est à apprendre. Et on est dans une espèce de mouvement comme ça, très intense, très excitant. Mais du coup, si on le regarde avec un œil d'historien et d'historien de l'art, c'est très compliqué. On a une sorte de pudeur, on ne sait pas si c'est valable, plus valable ou moins valable. Je pense que c'est des questions qu'il ne faut pas se poser, il faut juste prendre les choses. Et tant qu'elles nous donnent l'envie de faire, l'envie de partager, l'envie de continuer à être curieux, c'est pour moi, c'est le propre de l'œuvre. Si elle propose du mouvement, c'est déjà gagné, qu'elle soit plus intéressante ou moins, c'est pas forcément important. Et donc ces ruptures pour moi, enfin selon moi, après on peut débattre de tout ça, mais ces ruptures successives ont amené, en fait, ont un peu mis à mal la peinture parce que on ne savait plus vraiment à quels critères la juger. Est-ce qu'il fallait encore convoquer les critères de technique, de savoir-faire, de représentation du réel, comment juger d'un peintre s'il est bon ou mauvais coloriste, etc. Le support lui-même a totalement éclaté. Donc, d'un seul coup, tout devenait possible, et en même temps avec une radicalité, un nivellement qui a un peu perturbé les choses. Il faut savoir aussi que l'histoire de l'art, et notamment au XXe siècle, est assez mêlée à l'art du marché. Elle l'a toujours été, mais spécifiquement, ça s'est accéléré dans la seconde partie du XXe siècle. Et l'art du marché, enfin le marché de l'art, on va dire, est d'un cynisme absolu. Ce qu'il faut simplement comprendre, c'est qu'il y a eu des artistes, et il y en a encore, qui produisent des œuvres de façon assez cynique pour investir le marché. Et du coup, les critères eux-mêmes ont été encore bougés. Donc c'est des choses, on se retrouve aujourd'hui avec, moi je ne sais même plus quels critères engager devant une œuvre, et finalement on a eu un sentiment assez profond de comprendre ce qui se passe et de trembler comme ça devant une œuvre. Et moi je garderai que ça. Ensuite on peut tirer des choses, un engagement social, un savoir-faire, mais tout est possible. Je dis ça en tant que praticien vous-même. Cette histoire du XXe siècle, de la rupture, nous permet aujourd'hui d'être totalement décomplexés. Vous pouvez travailler de façon nonchalante, de façon hyper minutieuse, enfin tout est faisable. Je pense que le seul principe, ça serait l'honnêteté, la sincérité et la curiosité. Voilà. Enfin, moi, c'est ce que j'essaye de
développer. C'est ce qui me touche lorsque j'essaye de juger une œuvre. Alors, excuse-moi. Alors, et la peinture aujourd'hui, moi j'ai la sensation, notamment avec toute la peinture allemande qui est restée très vivace ces 20-30 dernières années, que ce soit avec Baselitz, Lüpertz, puis avec les plus récents peintres provenant de l'école de Leipzig, notamment Neuhoff, Tim Ettel, plein d'autres. Vous verrez, vous tapez l'école de Leipzig, il y a une grande beauté dans ce mouvement-là de peintres venant des pays de l'Est, se retrouvant à Leipzig et faisant une peinture complètement étrange, figurative, fantomatique, enfin moi qui m'a beaucoup inspiré. Et donc on est aujourd'hui à un tournant. Moi j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de peinture figurative. Et le problème se pose en fait du rapport du coup au document, à la photographie. Je vous parlais de ce temps arrêté de la peinture, mais il n'y a pas seulement ça. Je pense qu'il faut sans cesse, lorsqu'on est peintre figuratif, se poser la question de pourquoi faire cette image et comment la faire. Je parlais de la photographie et de ce rapport, c'est Barthes, Roland Barthes dans La Chambre claire, qui parle de ce concept de ça a été. Quand vous êtes face à une photographie, il y a une espèce d'évidence comme ça où vous vous dites c'est une preuve d'un moment T, dans un endroit précis, d'un événement qui s'est passé. En tant que peintre, lorsqu'on s'empare de photographie, qu'est-ce qu'on fait de cette vitesse arrêtée et comment on la gère? Ça va être des questions qu'on va développer avec certains d'entre vous pendant le workshop ces jours qui viennent. Mais si vous voulez, c'est des questions qui doivent être très, très précisément dans la tête de l'artiste qui travaille aujourd'hui, que ce soit par la peinture ou autre. Comment j'utilise les documents comme un outil, comme un médium. Et je pense qu'on est tellement submergé aujourd'hui de ces images que c'est presque une nécessité d'avoir à les hiérarchiser, d'avoir à en exhumer certaines. Et ce qu'on voit réellement dans la plupart des expositions, ce sont des artistes qui s'attaquent justement à ce mastodonte, j'appelle comme ça, mais d'images et de flux. Il faut savoir aussi que ce rapport du ça a été de Barthes, La Chambre claire, date de 1980. Cet ouvrage où il parle de ce concept de ça a été, a un peu changé parce que grâce ou à cause, je dirais plutôt grâce notamment au trucage, à la photographie plasticienne. C'est-à-dire que maintenant on ne peut plus vraiment avoir confiance non plus dans la véracité d'une photo. Ce qui bouge encore les choses, ce qui bouge notre croyance dans l'image, je pense qu'on est à un moment où on peut difficilement croire encore aux images. Et on a besoin d'indices comme ça. Enfin, moi, c'est ce que je remarque quand je regarde une image, c'est que tout de suite, je vais essayer de chercher les trames, les bords, de voir ce qui tremble, ce qui bouge, si c'est réel, si c'est, on dit fake maintenant, mais d'ailleurs c'est quelque chose qu'on voit beaucoup sur le net. Donc voilà, tout tremble comme ça, et la question, c'est de savoir en tant que peintre, enfin moi, la question qui me taraude un peu, c'est en tant que peintre, quelle position j'ai par rapport à ça. Il faut savoir que quand vous prenez une photographie, vous découpez dans le réel un cadre. Donc vous faites une fenêtre comme ça, sur une réalité. On dit beaucoup de choses, simplement en cadrant, on dit énormément de choses. La peinture, c'est un peu différent, c'est-à-dire que vous partez d'un support rectangulaire ou éclaté, qu'importe, et en général, vous partez d'un centre et vous vous étalez jusqu'à une bordure, jusqu'à les limites. Donc c'est un rapport complètement différent à la construction de l'image, sans parler du temps passé et de l'immédiateté de la prise de photos.
Donc ce rapport au temps, j'en reparlerai un petit peu par la suite. Typiquement, par exemple, j'en parlais avec Monsieur Duprat tout à l'heure, le peintre pour moi qui montre le plus ce rapport au temps et qui m'a beaucoup impressionné, c'est Roman Opalka. C'est un artiste qui a décédé maintenant, d'origine juive polonaise, qui a vécu les camps, petit garçon, je crois qu'il était dans les camps à 6 ans. Et ça a marqué tout son rapport à l'art. Et si vous voulez, ce qu'il disait lui, c'est que dans les camps, pour survivre, il fallait qu'il répète un geste indéfiniment. En fait, il récupérait dans les couvertures, les SS roulaient les couvertures dans la paille pour que ça pique en fait, et que les enfants aient du mal à dormir, qu'ils soient fatigués, etc. C'est une sorte de toute petite torture, mais répétée, quotidienne. Et donc lui, il faisait des boules, des petites balles avec les morceaux de paille, et il les lançait sur le mur toute la journée, comme ça. Et c'est lui qui le dit, mais ce mouvement répété et presque automatique l'a maintenu en vie. Ça peut faire penser aux félins, par exemple, qui, dans les cages, tournent toujours au même endroit, font toujours le même parcours. On a l'impression qu'ils perdent la raison. Mais selon lui, c'est ça qui l'a maintenu en vie. Et il a décidé, bien plus tard, dans sa pratique, de commencer à écrire des numéros, des chiffres, sur une toile. Alors, il n'est pas parti de 0, il est parti de 1. Donc il fait 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à enfin, c'est pas l'infini, mais c'est plusieurs millions de chiffres. Et donc tous les jours, il écrivait sa suite de chiffres comme ça. Il se trouve que ce qu'il dit lui, et moi je le ressens dans une moindre mesure, mais dans la pratique de la peinture, c'est que du coup c'était un bonheur immense d'avoir un cadre si serré qui lui permettait du coup de penser à autre chose, de philosopher, d'être totalement libre. Et c'est un moment, enfin je veux dire, si vous choisissez un parcours artistique comme ça, c'est des choses dont il ne faut pas avoir peur non plus, c'est de se donner des cadres bien précis, parce que de toute façon vous aurez l'envie, l'intelligence et la nécessité de les faire bouger, de les faire éclater, de vivre à l'intérieur de ces cadres. On a l'impression que les artistes comme ça sont hors cadre ou sans cadre, alors qu'en fait c'est finalement ceux qui s'en mettent le plus, mais c'est une nécessité de cadrer les choses pour pouvoir mieux les dépasser. Bon voilà, enfin là je pars un petit peu ailleurs, mais donc sur ce rapport aux images et au temps passé sur les images, je vais vous montrer maintenant quelques-uns de mes travaux. Alors la première série date de 2011, que je vais vous montrer, et s'intitule Despite Walls and Landscape, donc malgré les murs et les paysages. Cette série est partie de divagation comme ça sur le net, enfin divagation. Je cherchais quand même des choses précises, notamment je cherchais des images. J'avais appris que sur les fences, sur la bordure, sur les murs entre la frontière mexicaine et américaine, étaient postées des webcams. Il faut savoir que ces webcams sont financées par les citoyens et non pas par l'État. C'est-à-dire que vous avez des associations de citoyens qui décident de se cotiser et d'installer des webcams. Donc ils louent des espèces de grues, ils vont en poster partout. Et ils ont lancé à l'époque une espèce de loterie, c'est-à-dire que moyennant $20, vous vous inscrivez, vous avez la possibilité de vous connecter à ces webcams. Et si vous découvrez, si vous donnez l'alerte parce que vous voyez des migrants passer, vous êtes remboursé de votre cotisation. Ce qui est quand même d'une violence, moi, enfin, quand j'ai vu ça, c'était une violence assez grande de voir que des citoyens prenaient en charge eux-mêmes la défense de leur territoire
Et du coup, ça allait même plus loin, c'est-à-dire qu'ils organisaient des raids en 4x4 pour aller écraser les familles. Là, c'est vraiment des familles, du coup, de clandestins. Donc j'ai décidé, je ne savais pas vraiment quoi faire, mais j'étais assez dérouté par tout ça. Et ce que j'ai vu en fait dans ces images, c'est plutôt des sortes de Sisyphe contemporains. C'est-à-dire des personnages, des hommes, des femmes, des familles, essayant sans cesse, comme ça dans un mouvement éperdu, de repasser la frontière. C'est-à-dire de jour en jour, ils repassaient quand ils n'étaient pas écrasés par les 4x4. Et je me demandais pourquoi. Enfin, il y a une espèce de... Donc bien sûr une envie de liberté, de richesse, de changer de vie. Mais si vous voulez, c'était pour moi vraiment la figure du Sisyphe contemporain. Et ce qui me touche beaucoup et ce vers quoi je vais dans mon travail, c'est ce rapport à des postures limites comme ça. Ça va être la posture du migrant, du chaman, du poète. Ce sont trois postures comme ça qui m'intéressent beaucoup. Des gens qui provoquent des larcènes, qui font vibrer le monde. Voilà, donc ça c'est... Dans ma peinture, je pars de ces postures-là, si vous voulez, pour essayer d'en faire quelque chose. Toute la question ici, donc je vais vous montrer, je vais faire un peu défiler parce que là je vais devenir ennuyeux. Toute la question ici a été pour moi, donc à partir de ces images de webcam de très basse qualité, et du coup, qui sont des images du pouvoir en fait, qui sont dans un but très précis d'attraper les gars, quoi. Je me suis posé la question si j'étais pas en train de faire œuvre de ça. Alors oui, peut-être. Mais je ne pouvais pas faire autrement que d'essayer de m'y atteler. Et donc je me suis concentré sur ces personnages, simplement en marche. Alors il y a tout on peut penser à certaines figures romantiques, notamment à Caspar David Friedrich, un personnage comme ça, de dos face à un paysage, sauf qu'il se trouve qu'aujourd'hui le paysage il est barré par une sorte de frontière, là, un mur, ici. Donc ça a été assez problématique pour moi. Je pense que quand on parle de problèmes comme ça, sociaux et politiques, il faut faire attention à ne pas faire œuvre, ou du moins essayer de transformer l'image en autre chose. Et moi, c'était simplement le but que je me donnais, c'est de partir de ces images simplement coercitives et de pouvoir pour en faire autre chose, pour montrer davantage des hommes en marche, en train d'essayer d'accéder à une liberté. Donc voici, là, il y a une sorte de couple qui passe une rivière dans les marécages, etc. Il faut savoir que très souvent dans ma peinture, il y a un seul personnage, ou s'il y en a plusieurs, ils entretiennent rarement de relations entre eux. S'il y a une narration, j'ai envie qu'elle se passe avec le regardeur. Je veux pas qu'il y ait une scène. C'est pas un théâtre pour moi, la peinture, enfin tel que je l'entends. C'est avant tout un passage entre celui qui la regarde et l'objet peint. Donc j'ai trouvé moi la solution, et ça vient un peu comme ça, de montrer très souvent qu'un seul personnage. Et s'il y a une relation, elle se fait avec le regardeur. Si vous voulez, il y a aussi un rapport au paysage qui moi m'intéresse. Ça m'intéresse beaucoup de partir sur les catégories anciennes des beaux-arts et de l'académie, peinture de portraits, portrait en pied, le paysage, la nature morte, des choses qui aujourd'hui sont un peu problématiques, où les codes ont explosé, les critères aussi, et de quand même essayer de trouver dans ces choses-là des questions et des réponses contemporaines. Donc
Donc là, vous avez simplement le mur qui traverse comme ça un paysage. Celle-ci s'intitule Landscape and Authority, donc le paysage et l'autorité. Là, on voit à peu près un peu mieux, si vous voulez, la façon dont je travaille, bien que c'est un petit peu bougé depuis celle-ci à 3 ans à peu près. Mais en fait, je commence par un fond très dilué à l'essence. C'est la peinture à l'huile, donc je mets beaucoup d'essence. Et les couleurs coulent comme ça, et notamment pendant la nuit. C'est-à-dire que je fais un fond, beaucoup d'essence, et pendant la nuit, tout se désagrège et coule. Et le lendemain, je peux reprendre à partir de ça, j'utilise, on va dire, comme premier support. Et j'opère des trouées, si vous voulez, de couleurs. Par exemple, là, vous voyez des couches successives de couleurs. Il va y avoir l'ocre, ensuite le noir, vert, enfin le vert foncé ici, etc. Et j'essaie de donner un sentiment d'espace davantage par ce travail des couches de couleurs que par un système perspectif. Voilà, il se trouve que le mur est en perspective, mais voilà, c'est un peu la façon dont je travaille. J'utilise la coulure, en fait, ça c'est assez important, comme fond, et pour ses qualités de hasard, en fait. Et il se trouve qu'on joue toujours avec le hasard, c'est-à-dire qu'à un moment on l'arrête, quand ça coule trop, je vais poser la toile au sol. Donc il y a une part de hasard, mais comme dans tout, même les surréalistes faisaient ça, on joue quand même, on ne peut pas s'empêcher de jouer avec le hasard. Alors voilà, je vais vous montrer la suivante. Celle-ci aussi, c'est donc Landscape and Authority 2. Je trouvais ces paysages au départ d'une grande beauté. C'est une architecture totalement radicale. Elle est faite dans un seul but et pour une seule chose, c'est empêcher le passage. Et donc pour moi, c'était d'une radicalité. Je veux dire, toutes les formes et tous les matériaux utilisés sont dans ce but-là de ne pas faire passer les gens, d'empêcher les gens de passer. Et en même temps, elle traverse comme ça, elle cisaille le paysage. Et je trouvais qu'il y avait quasiment quelque chose de mystérieux, comme pourrait l'être le monolithe de Kubrick, notamment dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Et ensuite, donc, il y a ces personnages comme ça qui essayent de passer, donc avec différentes techniques, ils lancent des draps pour pas se faire découper par le tranchant des bordures. Là, c'est un autre mur, c'est celui d'Israël-Palestine. Alors là, je vous le dis à vous, mais c'est jamais noté ni dans les catalogues, ni dans les textes, ni même dans les titres. Mon but n'est pas de prendre part comme ça à un débat sur l'immigration, c'est plutôt de montrer en tant qu'homme touché par ce qui se passe et touché plutôt par des histoires humaines. Voilà. Et afin de gérer ça, ce trop plein d'histoires, j'essaie d'en faire quelque chose, j'essaie de partir, je pars sur un autre chemin. Voilà, là vous avez deux personnes dans un désert, donc on voit bien toujours ce travail par couches successives et par trouées. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de ligne, il n'y a pas d'horizon vraiment, si ce n'est en haut, mais du coup, si ça, c'est l'horizon, il est faux, il est au mauvais endroit, donc vous avez davantage ces strates qui viennent évoquer soit un paysage, soit des cailloux, enfin des choses comme ça, et c'est deux personnes qui avancent. Ici, vous avez un tableau qui s'intitule Floating Family, avec un premier visage qui commence à être masqué. Ça a été le premier masque. Alors ça, c'est pas vraiment un masque, c'est une espèce j'ai mis de la couleur autour des yeux, de la bouche et du nez. C'était le seul visage de cette série, nous regardant comme ça. Et je le voulais pas réellement humain, je le voulais presque fantomatique, maquillé, presque grand-guignolesque. On se demande si finalement tout ça est-ce que c'est réellement
est-ce que c'est réel ou pas. Donc je voulais qu'on puisse se poser la question ou avoir des doutes sur ces choses-là. Il faut savoir aussi que dans la coulure, forcément dans la peinture de milieu aqueux comme ça, c'est un exercice qui moi me plaît beaucoup. Moi mes paysages sont inventés la plupart du temps, toujours instables, il y a peu d'éléments, tout semble s'écrouler plus ou moins, il n'y a pas de choses fixes sur lesquelles s'appuyer, tout est en déliquescence comme ça. J'essaie de donner cette impression-là, et c'est l'impression que j'ai au moment où je travaille, c'est-à-dire que tout bouge. Justement avec les coulures, dans la nuit, ça va, si je reviens le lendemain matin, les choses ont encore bougé, réapparaissent des couleurs un peu plus franches dans les couches antérieures, en dessous. Donc voilà, moi c'est un réel plaisir aussi de travailler de cette façon-là, les paysages. On pourrait avoir une idée de l'échelle? Ah oui, alors ça c'est très... Merci. C'est des grands tableaux en fait, c'est plus de 2 mètres. Alors moi c'est très souvent le cas, c'est-à-dire que j'ai besoin qu'il y ait un rapport physique à l'image. J'ai besoin qu'on se sente englobé comme ça, que le tableau soit quasiment plus grand que le regardeur. Donc voilà, c'est 2 mètres ou plus, ça va jusqu'à 3 mètres environ. Et du coup, on est carrément... Enfin, ce que j'essaye de donner, c'est d'avoir l'impression d'être presque dans un lieu, enfin du moins dans un espace. C'est aussi pour ça, très souvent, les personnages sont de dos, enfin du moins dans cette série. C'est-à-dire qu'ils nous invitent, parce que là, le lieu n'est pas forcément accueillant, mais on a l'impression qu'il y a une aspiration comme ça vers ce lieu, vers cet espace pictural. D'où la nécessité pour moi de travailler en grand. Et puis il y a un rapport physique au moment de le faire qui me plaît beaucoup. Depuis 2 ans, j'essaye des plus petits et c'est très très long à venir. C'est un autre rapport au corps, c'est un autre rapport... C'est pas les mêmes outils. Du coup, en petit, la coulure devient presque... on va dire un effet de style, alors qu'en grand, elle est conséquence des outils qu'on utilise aussi. Donc il y a quelques petits tableaux dont je suis assez content, mais pour l'instant, c'est des choses auxquelles je travaille. Voilà un des derniers. Très bien. Alors. Je ne sais pas si vous avez des questions, des remarques ou des choses que vous voulez que je... Pour l'instant, non, tout va bien. Alors, la série suivante, c'est une série beaucoup plus récente qui est venue autour du thème du culte du cargo. Alors, le culte du cargo, c'est un culte assez spécifique qui, moi, m'a beaucoup intéressé. Je vais vous expliquer. En fait, au début du XXe siècle, en Papouasie, Nouvelle-Guinée, les Papous voyant, durant ensuite la guerre du Pacifique et avant les différentes missions, tous les missionnaires débarqués, les avions et bateaux cargo, lançaient ou déposaient des caisses avec des armes, des habits, de la nourriture, enfin des objets la plupart du temps industriels. Ces Papous-là n'avaient jamais vu de tels objets et se sont dit c'est forcément d'origine divine. Donc on va, pour l'instant ces cargaisons sont destinées aux Blancs, les dieux préfèrent les Blancs. On va essayer de les attirer à nous, ces dieux-là. Donc on va créer un culte pour attirer à nous ces dons divins. Donc ils ont commencé à prendre la croix chrétienne que portaient les missionnaires, la mélanger avec la croix rouge des avions de la croix rouge,
Et donc ils ont fait ces totems-là, par exemple. Ils ont construit des avions en bambou, en bois, ils ont fait de fausses pistes d'atterrissage, avec des feux tout autour, des appareils radio-émetteurs, en fait toujours dans le même but d'attirer les avions et bateaux cargo. Moi, ce qui m'a frappé dans ce culte-là, c'est que c'est un culte qui part d'une méconnaissance d'un événement. Peut-être c'est le cas de tous les cultes, j'en sais rien, mais en tout cas celui-ci, c'est le cas. Et en même temps, donc il y a une grande tragédie, c'est-à-dire que moi je trouve que c'est un culte très tragique, c'est-à-dire que vous voyez les papous attendre en vain ces dons du ciel. Et en même temps, c'est un culte d'une très grande plasticité, c'est-à-dire que ça les pousse à produire des objets, des images, des rites, sans cesse renouvelés, parce que du coup, pour l'instant, il n'y a pas d'efficacité de ce culte-là. Il faut savoir que ce culte est encore présent sur une seule île maintenant, sur l'île de Tanna, en Papouasie. Donc voilà, là vous avez un autre exemple d'un avion. Donc pour moi, c'est d'une grande tragédie et en même temps d'une poésie absolue. C'est-à-dire que c'est presque l'essence même de l'art. C'est-à-dire, vous avez la sensation qu'il faille faire quelque chose, vous ne savez pas vraiment pourquoi, quel mode utiliser, quelle forme donner, et puis vous essayez sans cesse. Et moi je trouve personnellement qu'il y a certains de ces objets qui pourraient tout à fait être dans les belles expositions. Je ne dis pas dans les musées, mais dans les belles expositions. Donc ces papous-là ont une fascination pour les États-Unis et en la figure notamment de ce qu'ils appellent John Frum, F-R-U-M. Alors John Frum vient de John Frum. C'est probablement, c'est pas vraiment, mais les premiers Américains qui l'ont vu s'appelaient John et ils disaient John From USA. Donc lors de culte du cargo, ils s'inscrivent USA comme ça, ils ont des espèces de bâtons de bambou là, peints en rouge, qui sont en gros des artefacts de fusils, et des djinns qu'ils ont récupérés. Donc voilà, ils font des cérémonies comme ça. Ce culte m'intéresse aussi parce qu'il est d'une violence visuelle assez forte. C'est-à-dire qu'on voit les dégâts, si vous voulez, la guerre du Pacifique, d'un métissage ultra violent et ultra rapide entre des gens qui n'avaient jamais vu d'occidentaux, et en même temps leur volonté d'accéder eux aussi à ce qu'ils estiment être de la richesse. Donc voilà, vous avez une autre... Alors ça, c'est tout récent, hein. On le voit à la qualité de la photo. Donc voilà, ils paradent comme ça. La grosse parade, c'est le 15 février. Et donc John Frum, donc là vous avez un exemple comme ça de paradoxe, avec le ghetto blaster et ses habitats traditionnels. Et oui, et donc le personnage qui vient incarner ce culte, donc c'est John Frum, et on va le voir. Par la suite, j'ai réalisé en peinture. Donc je vous parle de ce cargo-là, parce qu'on m'a invité tout récemment, le FRAC Île-de-France m'a invité tout récemment à faire une exposition autour de la collection du FRAC, donc de proposer un choix d'œuvres parmi leur collection, et en gros de faire un travail de commissariat. Et donc je suis parti de ce culte du cargo pour l'appliquer, si vous voulez, enfin pour l'étirer jusqu'au principe même d'une collection, et notamment moi ce qui me fascine dans les collections, et quand j'ai visité les réserves, c'était les caisses. Donc on voit comme ça tous les noms d'artistes plus ou moins fameux sur les caisses, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, il y a un côté un peu magique, un peu caché comme ça. Et donc moi j'ai décidé de montrer ces objets, ces œuvres avec leurs caisses, et de peindre directement sur les caisses.
Par la suite aussi, ce culte du cargo, je vais vous montrer les images ensuite, a donné lieu aussi à des peintures, de façon un peu plus classique. Donc vous voyez par exemple ici une œuvre de Franz West dans sa caisse avec une peinture ici, alors je vais vous l'avancer un peu. Voilà, une peinture du volcan qui s'appelle le volcan Yassour, qui est sur l'île de Tana où se déroule le culte. Donc c'est un peu le lieu emblématique de ce culte-là, avec une sorte de méridienne de Franz West, artiste éminent, sculpteur. Voilà, ici vous avez les lampes de Bruno Munari, un designer italien. C'est des lampes de 1969, réalisées avec des collants en fait. Alors il se trouve que j'ai ce choix parmi la collection du FRAC, c'est opéré selon deux critères. J'ai cherché des œuvres qui pouvaient évoquer ce rapport au totem, ce rapport au fétiche, aux sociétés autres. Et également un autre critère a été de chercher des œuvres qui pouvaient rappeler ce qu'était une caisse, c'est-à-dire un objet comme ça fermé qui altère un ou plusieurs sens ou sensations. Donc je vais vous montrer des œuvres de différents artistes qui ont été choisis du coup sur ces critères-là. Ici vous avez donc là une peinture sur une caisse de Bruno Serralong, une peinture d'un visage papou maquillé pour une cérémonie du culte du cargo. Et ici, alors je ne sais pas si on le voit un peu mieux, voilà ici. Et ici voilà, c'est le fameux bâton utilisé par les papous comme des fusils. Cette œuvre-là est une photographie de John Gridley. John Gridley est un artiste sourd et il a fait toute une série de photos à partir de documents de presse relatant des concerts donc, auxquels il ne peut pas assister, enfin il peut y assister mais du moins pas les entendre. Et donc je parlais de ça dans ce rapport à l'altération d'un ou plusieurs sens. Voilà, j'ai choisi cette pièce-là et il se trouve que dans cette œuvre-là, le chanteur qui est là, c'est Andrea Bocelli qui du coup lui-même est aveugle. Ici vous avez une très belle vidéo d'Ulla von Brandenburg qui s'intitule Around. Vous avez un groupe de personnes faisant dos à la caméra et la caméra qui tourne autour de ce groupe en essayant d'attraper les visages, de filmer les visages. Et en fait tout le groupe tourne en même temps pour rester toujours de dos à la caméra. Donc voilà, la projection a été faite dans la caisse. Donc voilà, là c'est une peinture que j'ai réalisée sur une petite caisse d'un papou déguisé en John Frum, du coup pour la cérémonie du culte du cargo. Je vais vous montrer ensuite la dernière exposition que j'ai réalisée, qui s'intitule Woods, donc les bois, la forêt, mais le bois aussi, le matériau. Et où vous verrez dans celle-ci des peintures issues d'une précédente série qui s'intitulait du coup Cargo Culte, avant que je fasse ce travail-là avec le FRAC. J'ai voulu vous montrer ça aussi dans un... comment dire, pour vous montrer aussi que la peinture peut petit à petit s'étendre sur d'autres supports, dans d'autres propositions. J'ai moi-même été assez étonné quand le FRAC m'a invité à faire un projet à partir de leur pièce. Et j'avais presque une forme de pudeur en leur disant mais je ne suis pas armé pour ça. Et finalement ça a été un jeu très plaisant et qui m'a fait sortir aussi du rapport au support classique de la toile tendue. Donc voilà, l'exposition Woods. Alors j'ai pas encore de vue d'exposition, donc ça c'est ce qu'on voit dans l'exposition, mais cette photo a été prise il y a quelques mois dans un château en Aveyron, le château de Taurine.
Donc là, c'est une autre façon aussi d'accrocher les tableaux. Vous entrez dans l'exposition dans une sorte de ce que je voulais comme une forêt de tableaux. Pas vraiment un labyrinthe, mais voilà, vous déambulez entre et quand on passe, ça bouge un petit peu, comme ça. Cette forêt-là, en fait, vient simplement d'une forêt que je pratique souvent, qui est derrière mon atelier en Limousin. Et si vous voulez, c'est un lieu assez étrange. Enfin, moi, j'y ressens des choses que je peux ressentir, mettons, devant les films de Lynch, où il y a une vieille voiture explosée. C'est pas vraiment une belle forêt, mais il y a quelque chose qui se passe comme ça. Donc j'ai voulu simplement, dans ce rapport à la peinture de paysage, essayer d'aller un peu plus avant là-dedans. Donc j'ai fait une série de 8 grands formats, voilà, présentés comme ceci. Alors ce qui m'a plu, c'est que là on le voit peut-être un peu moins, mais dans la galerie vous rentrez, vous avez un mur de peinture, puisque les tableaux sont en quinconce comme ça. Et d'ailleurs les gens n'osent pas trop rentrer, certains restent juste en vitrine, et ensuite il faut déambuler au travers de la peinture. Là c'est presque physiquement ce que je recherche dans chaque tableau, c'est-à-dire qu'on entre comme ça dans un espace. Donc là j'ai vraiment mis les tableaux au plafond pour que réellement ça se passe. Donc il n'y a pas de personnage, c'est quasiment le spectateur qui fait le personnage. Donc j'ai fait quelques photos que j'ai pas encore retravaillées, mais finalement les personnages pris en photo, enfin les regardeurs pris en photo devant ces toiles sont comme incluses dans l'image. Voilà, ensuite il y a ce rapport au paysage et à la forêt, moi, m'intéresse beaucoup. Il y a pour moi dans les forêts et également dans la peinture cette idée du suspens, en fait. C'est-à-dire, pour moi, le suspens, c'est une notion qui m'intéresse beaucoup. Je le considère comme un moment de latence entre deux détonations, comme un moment de calme, comme ça. On ne sait pas ce qui vient de se passer, on ne sait pas ce qui va advenir, mais il y a encore un léger bruissement comme ça. Et pour moi, la peinture, c'est ça. La peinture, c'est pas un art forcément du spectaculaire, comme peut l'être à des moments la photographie, par exemple. On va toujours en photo chercher la bonne image, le bon moment, la personne qui saute, l'animal qui mord. Et il me semble qu'en peinture, on est un petit peu en décalage par rapport à ça. Et cette notion de suspens, du coup, je la trouve très souvent dans mon rapport au paysage. Et quand je vous parlais qu'il n'y avait qu'un personnage, qui n'entretenait pas de narration avec d'autres présents, c'est aussi dans cette idée du suspens, en fait, et de provoquer ça. Je vous citerai juste une petite phrase de Thoreau qui a écrit Walden ou la vie dans les bois, mais là c'est pas de Walden ou la vie dans les bois, c'est un ouvrage du 19e qui s'intitule De la marche. La marche aussi pour moi ça s'apparente assez fortement à la peinture, dans ce même rapport à la vitesse dont je vous parle depuis tout à l'heure. Donc sa phrase est la suivante: je rêve d'un peuple qui commencerait par brûler les clôtures et laisser croître les forêts, tout simplement. Et dans cette phrase-là, la lecture de Thoreau m'a évidemment, je vous la cite peut-être un peu tard, mais amené des clandestins et des murs comme ça vers la forêt, vers quelque chose de plus sourd, et de considérer finalement les arbres et la peinture de ces arbres comme autant de totems possibles. En même temps, j'ai pas un rapport du tout écologique à ces images-là, bien que ce soit des questions qui m'intéressent, mais c'est pas ce que je veux faire passer. C'est plutôt une sorte de fantasme, comme ça, un jeu sur le paysage, sur un lieu en mouvement, sur un lieu où l'homme n'est pas, ou du moins est exclu.
Et donc à la suite de cette forêt-là, le premier très grand tableau celui-ci fait pas loin de 3 mètres. Voilà, vous avez 2 loups comme ça, errant devant une petite cabane dans un paysage un peu désolé avec des arbres plus ou moins brûlés, on ne sait pas trop. Le tableau est inachevé. Ici vous avez la toile de fond, enfin l'enduit blanc. Ici aussi, c'est des choses que je pratique parfois dans les trouées. On va jusqu'à ne pas peindre une partie du tableau. Et donc voilà, moi, il y a ce rapport qui m'intéresse de l'animal aux hommes, ce rapport des limites aussi, du sauvage au culturel, du sauvage au construit. Et ce tableau tentait plus ou moins d'évoquer ça et d'évoquer cette zone limite, tout comme la posture limite dont je vous parlais pour les clandestins. Et à la suite de ce tableau-là, voilà, vous avez des grands tableaux aussi. Celui-ci fait 3 mètres par 2 de haut, 3 mètres de large par 2 de haut, qui proviennent de la série du cargo culte. Donc dans ce culte du cargo, j'y reviens très vite. Moi, ce qui m'a fasciné, c'est cette rapidité, ce métissage presque jusqu'à l'absurde entre les mouvements des bases américaines et les pauvres papous qui voyaient ça depuis leur montagne. Et si vous voulez, j'ai essayé d'inverser ce métissage, c'est-à-dire de le prendre de mon point de vue d'occidental, pas trop au fait de ces cultures autres, et de simplement convoquer des personnages quasiment taille réelle, à porter comme ça des masques d'ethnie autre. Et alors il se trouve que du coup toujours ces personnages une nouvelle fois sont seuls comme ça. Ils sont un petit peu dans un moment d'attente, on ne sait pas trop, il n'y a pas d'action, il n'y a aucun événement, ils sont postés là et ils ont le visage masqué. Donc ce sont des masques qui existent, c'est des masques que j'ai pris en photo dans les différents musées, que j'ai trouvés sur le net, dans les livres. J'ai toute une grande collection de masques. Et si vous voulez, moi j'ai une très très grande fascination pour les masques. Et les premières expositions de masques, pour moi, étaient une découverte vraiment assez forte. C'est-à-dire que j'y voyais déjà bien avant nous ce rapport, enfin nous on a appelé postmodernisme, mais d'emprunt d'éléments de tous bords pour créer un objet. Par exemple, les masques d'Alaska, vous avez une tête de cerf avec des dents de morse et une plaquette en bois où il y a un dessin d'une tortue dessus. Tout est mélangé, tout est dans une force plastique qui, moi, m'a totalement sidéré. Et donc, j'ai choisi de les faire porter par des hommes comme ça, hommes ou femmes, mais la plupart du temps, c'est des hommes. Pour une raison assez précise, en fait, c'est que je veux pas que mes tableaux... J'ai pas encore résolu cette question, mais à partir du moment où on peint une femme, où on représente en peinture une femme, moi j'ai toujours trouvé un rapport érotique, ou s'il n'était pas, c'était un contre-érotisme. On a toujours à se positionner, et malheureusement, heureusement, j'en sais rien, mais l'histoire de l'art est faite 80% de femmes nues. Et du coup, moi, ma solution pour l'instant était plutôt qu'il y ait une absence de femmes dans ces peintures. Alors pour les quotas, c'est pas terrible, mais on me l'a dit d'ailleurs récemment. Mais voilà, c'est pour cette raison-là que je veux pas qu'il y ait à aucun moment c'est pas le déjeuner sur l'herbe, bien que j'adore ce tableau. Voilà, c'est autre chose. Mais bon, c'est des questions auxquelles il faudrait probablement que je m'attaque. Donc voilà un autre, je peux vous citer si vous voulez les masques, je les ai pas tous en tête. Alors j'ai un rapport aux masques
Pas du tout d'ethnologue ou de savant, je les prends vraiment pour leur qualité plastique. Je me refuse à me renseigner trop sur les raisons et les occurrences je veux dire, dans lesquelles ces masques sont portés, pour quel rite, passage à l'âge adulte, etc., mariage, fête de la pluie, parce que sinon on rentre dans un jeu un petit peu intellectuel avec ça. Moi je les prends vraiment pour leur qualité purement plastique. Et donc je les fais porter par ces personnages. Moi ce qui m'intéresse, c'est qu'on a l'impression qu'il devrait se passer quelque chose, qu'il devrait se passer un rite ou une fête, et en fait ils sont complètement dans un suspens total. Donc il y a quasiment une absurdité comme ça de ce métissage et de ce croisement qui moi m'intéresse particulièrement. Là vous pouvez remarquer, c'est les tableaux du mois dernier, celui-ci. Le fond est maintenant quasiment radicalement abstrait, donc et tout s'écroule comme ça. Il y a simplement l'ombre ici qui vient poser une sorte de de perspective, mais aussi le sol n'est fait que de l'ombre de la chaise et du personnage. Voilà, vous avez un autre avec une espèce de baggy. C'est un masque indien d'Inde du Sud, du Kerala. Donc ça, c'est des tableaux qui, vous avez à peu près une idée, le personnage fait à peu près 1m80 comme ça. Donc vous avez vraiment un rapport physique avec le personnage. Également, alors là, celui-ci, on retrouve le bâton du culte du cargo. Il faut savoir que les masques sont venus à un moment, moi dans ma peinture, j'ai toujours entretenu un rapport d'amour-haine avec le visage, ce que je disais tout à l'heure à M. Duprat, c'est à partir du moment où on regarde, où on fait une image avec un visage, il y a une prégnance du regard, il y a une prégnance de l'humain qui fait que, et une empathie liée à ce visage, fatalement, qui fait que, pour moi, on se coupe de tout l'ensemble de l'image. Et donc j'ai toujours essayé de travailler avec ça, et avec cette espèce de dichotomie autour du visage, en voulant le convoquer, mais en le montrant masqué, ou fantomatique, ou attaqué par des coups de pinceau, ou retourné de dos, comme chez les romantiques. Il y a toujours eu comme ça cette envie de lui faire un procès, et en même temps de le laisser quasi visible. Donc ça a été une grande partie aussi de la peinture du XXe siècle, cette attaque du visage, enfin même pas que de la peinture, de l'art en général. Ça passe par la performance ou la photographie plasticienne. Il y a eu beaucoup ce rapport d'attaque du visage. Et en même temps, ces masques-là, ces peintures-là, si elles proposent comme ça un rite qui soit plutôt anti-spectaculaire, quasi absurde, elles ont aussi, dans ce rapport au visage, il me semble qu'aujourd'hui on est dans une société où on doit absolument avancer démasqué. On doit garder un statut, un rôle. Et ce que je trouvais moi dans les sociétés vraiment dites entre guillemets primitives, c'est qu'il y avait cette possibilité de l'extase, extase au sens étymologique, sortir de soi, changer de rôle, du carnaval, voilà, et ça passait par le fait de masquer son visage, par le fait de devenir un autre, de jouer à ça. Donc mes peintures me proposent ce jeu-là, et en même temps on voit bien que c'est un jeu déjà altéré, déjà, il est presque déjà trop tard pour jouer ce jeu pour ces personnages-là. Et du coup je les convoque simplement avant le jeu ou après le jeu, voilà, dans ce rapport-là de suspens. Ici vous avez alors il faut savoir que les corps et que les photos que je choisis ou que je prends sont très souvent celui-ci c'est une bonne femme que j'ai trouvée, enfin l'image, non pas la bonne femme, dans une plaquette, une publicité pour une maison de retraite. D'autres, à un moment vous avez eu mon père ou d'autres.
c'est des corps, moi, qui ne sont pas du tout dans une posture glorieuse, qui ne sont pas forcément mal portants, mais qui n'ont pas une exubérance comme ça. C'est des corps vraiment du quotidien qu'on croise dans le bus, dans la rue. Voilà. Et à des moments, il y a quelques gestes minimes comme ça. Et donc toujours ce qui est apparu assez récemment, pour contrebalancer le fond abstrait en coulure, simplement le ray de l'ombre portée comme ça, et ici. Voilà. Ici, vous avez une coiffe Kayapo, par exemple. Et ça, c'est un ami portant un espèce de pull avec des pièces. Voilà, là je vous ai mis ce tableau-là, c'est un de mes premiers tableaux, un de mes premiers grands tableaux. Et dès le début, voilà, il y avait ce rapport de la figure retournée. Ce qui m'intéressait, de partir sur des principes laissés par le romantisme, mais de les mettre en marche. Donc dans une espèce de paysage un peu, enfin de fond paysage. Donc voilà, ça c'est un des premiers tableaux. Ensuite il y a eu celui-ci, toujours dans ce rapport à la figure très centrale. La composition est assez simple, avec juste la ligne d'horizon, un centre et un personnage de dos. Et petit à petit est advenu le masque. Donc là c'est un personnage qui a le nez cassé, comme ça, on a simplement des bandages, dans un lieu, une espèce de piscine un peu absurde, tirant sur une espèce de bâton comme ça. Donc je l'ai fait défiler un peu plus vite. Ça c'est des peintures qui ont à peu près 10 à 15 ans. Voilà, ici il y avait déjà ce rapport à l'animal, à l'absurde, avec le visage caché sous un carton. Le petit garçon a des espèces de pattes d'ours, enfin de gants simili pattes d'ours, avec un chien zébré. Il y a toujours une possibilité, ici par exemple, il y a une possibilité de dialogue, et en même temps tout est déjà altéré, c'est-à-dire qu'il y aurait pu avoir possibilité, mais là on sent bien qu'il y a simplement de l'étonnement de l'un face à l'autre. Voilà, dans ce rapport au paysage, c'est un tout petit peu plus récent ça, et ça vient d'un rite je sais plus d'ailleurs, c'est en Europe, je sais plus, je me souviens plus, où en fait au passage à l'âge adulte, voilà, on bande la bouche des adolescents pendant une journée. Et là j'ai mis, voilà, donc c'est ce rapport-là à l'altération du visage. Là j'ai mis sur un personnage un peu plus vieux comme ça. Là c'était dans une image provenant de culte vaudou. Donc pareil, vous avez 3 stades différents d'altération du visage. Celui-ci encore assez présent, assez défini, mais déjà avec des couleurs un peu morbides. Celui-ci un peu moins défini, jusqu'à quasiment une abstraction. Voilà. Je vous parlais au début de 3 figures moi, qui m'intéressent tout particulièrement. Et en fait, j'en rajouterai une 4e. Enfin, il y a si vous voulez, le chaman. Je parlais du chaman et du poète. Enfin, j'en rajouterai une 3e. Et il y a le révolté, enfin celui qui fait la révolte dans la rue. À ne pas confondre avec celui qui fait les émeutes, l'émeutier. L'émeutier, d'ailleurs c'est un nom qu'on utilise peu, mais les personnes qui font des émeutes n'ont pas de propos, n'ont pas d'idées à faire passer. Le révolté, alors qu'il lance lui-même aussi des cailloux et des lacrymogènes, etc., lui fait passer des idées et propose un tremblement du monde. Et il me semble que pour moi, ces 3 figures, du chaman, du poète et du révolté dans la rue, font trembler le monde.
et m'intéresse au plus haut point comme figure du coup à la limite. Donc il y a quelques tableaux comme ça, comme celui-ci, provenant d'images d'émeutes. Et toujours dans ce rapport, alors là j'accélère un petit peu parce qu'il est un petit peu tard, mais dans ce rapport au visage et à des postures comme ça limite, j'ai fait une petite série de 3 tableaux. Donc celui-ci et celui-ci également, qui viennent d'images de sadhus indiens, donc qui sont des ascètes et qui décident à un moment de faire un vœu, qui font un vœu ça peut être de manger des cailloux toute la journée, ça peut être de tenir sur un bras, sur un pied, etc. Enfin, c'est des choses assez étranges, toujours un rapport assez violent au corps. Et il y a certains sadhus qui se mettent donc la tête dans le sol. Alors ils mettent des gros cailloux quand même, donc ils peuvent un peu respirer, mais ils restent la tête dans le sol toute la journée, en posture comme ça de yogi ou autre. Et cette position-là m'a vraiment étonné, et ça peut faire penser à l'autruche, et en même temps je la trouvais toujours d'une beauté, d'une singularité assez forte. Et du coup j'ai représenté ces personnages-là, et surtout, oui, leur visage était masqué, c'est-à-dire que le masque, d'un seul coup, était carrément la terre, enfin le paysage tout autour. Et donc je les ai représentés comme ça, mais en inversant, un peu à la Baselitz, mais dans l'autre sens, en inversant comme ça le sens du tableau, donc la tête dans les nuages, dans le plafond, dans l'espèce dans le haut de l'image. Et il se trouve que lors d'un séjour à Rome, voilà, j'ai trouvé alors ça c'est à partir d'une photo que j'ai faite, un mendiant en fait ancien alcoolique, qui du coup était très fier de pratiquer le yoga et qui restait toute la journée la tête dans un seau comme ça à l'envers. Et donc j'en ai fait un tableau qui s'intitule Upside Down Monologue. Et donc là voilà, le but c'était de faire se joindre visage et paysage. Est-ce que j'ai encore un peu de temps, ou est-ce que... voilà, pour finir dans ce rapport à l'actualité, en fait j'ai eu la chance d'être résident pendant 18 mois à la Villa Médicis, et au même moment il se trouve qu'il y a eu les événements à Lampedusa, qui se répètent et se répètent indéfiniment, avec des centaines de migrants clandestins noyés et avec leur embarcation en fait attaquée par les pêcheurs italiens même, qui n'en pouvaient plus de les voir débarquer. Enfin moi à ce moment-là c'était ce problème-là. Et sur le même principe, j'ai commencé à vouloir faire quelque chose de ça. On m'avait demandé de faire une exposition là-bas. Et en fait, là, j'ai été complètement paralysé, et je vous parlais de ça, de ce danger de faire image et de faire œuvre. Et j'étais complètement paralysé de ça, et je me suis dit, tu es au chaud dans une prison dorée, la Villa Médicis, tu es payé par la République, et en plus tu oses t'emparer de ces choses-là. Et donc, ça c'est donc un travail un peu différent, un à côté de mon travail habituel. J'ai simplement fait 3 choses. J'ai montré comme un vœu de faiblesse et d'impossibilité de faire quoi que ce soit le support en bois où je fais les grands papiers peints. Donc vraiment de la table quoi en fait. Comme ça, je suis allé voir. Et au sol en fait il y avait des... excusez-moi je perds le mot. En fait des tombeaux, ouais, avec des hauts reliefs. Sur ces tombeaux, des hauts reliefs représentant le visage de la personne notable enterrée en dessous. Et il se trouve qu'à force de marcher sur ces sols, les visages disparaissent et deviennent comme ça fantomatiques. Alors il y a une avancée plus ou moins rapide de la disparition, voilà, en fonction de la pierre utilisée. Et donc j'ai trouvé tous ces fantômes comme ça au sol de cette église frontière. Donc j'en ai fait simplement des cartes, des photos d'identité comme ça. Voilà, ici vous avez quasiment quelque chose qui devient une abstraction.
Et j'ai montré ça, du coup, cette série-là. Donc cette série de fantômes aux frontières, comme un peu un rappel de ce qui se produisait au même moment à Lampedusa, et comme un petite pique historique envers les Italiens. Ça a été en plus vraiment pris comme ça. Donc voilà, ils étaient exposés comme ça. Et donc il y a eu la plaque, ces photos au sol, et au même moment, exactement au même moment où il y avait les événements à Lampedusa, donc j'y suis pas allé en fait, et je suis allé à un autre endroit où se déroulait la fête des serpents dans un petit village qui s'appelle Coculo en Hongrie. Et en fait cette fête est assez particulière parce que c'est une fête à la fois régionaliste, religieuse, de défense de la culture italienne. Et en fait, faut savoir que là-bas, les clandestins, ils les appellent les serpents aussi. Donc il y avait toute cette chose un peu étrange. Et lors de cette fête des serpents, pendant un mois avant, ils lâchent plein de serpents dans la montagne. Et pendant un mois, ils vont chasser les serpents. Et donc, il y a tout un concours de celui qui rattrape le plus gros serpent. Il y a une procession religieuse où on met les serpents sur la statue. Il y a une procession. Il y a des feux d'artifice, voilà, tels que celui-ci, qui sont complètement dérisoires parce que c'est des feux d'artifice en plein jour. Donc, du coup, c'est simplement du bruit et de la fumée. Il n'y a pas du tout de beauté. Et donc j'ai documenté, si vous voulez, cette fête des serpents, un peu comme le fait Bruno Serralong, comme j'aurais fait de Lampedusa. Mais j'ai pas voulu le faire à Lampedusa, j'ai voulu simplement montrer ce qui se passait au même moment de la chasse des clandestins. Il y avait cette chasse des serpents. Et donc vous avez cette espèce de personnage typique du coin, avec les Ray-Ban qui tombent, le drapeau, alors c'est pas le drapeau italien, mais il se trouve que par chance, des étendards un peu étranges qui font les couleurs du drapeau italien. Donc les serpents, voilà, il y a aussi pas mal de jeunes qui participent à ça, donc ça m'intéressait cette photo-là. J'ai fait beaucoup de photos, j'en ai sélectionné que 5. Et là, le maire, en fait, une espèce de personne importante comme ça du village, avec fièrement tenant le serpent et la main là comme ça, un peu à la Marty de Parr avec le beau diamant et le vernis à ongles. Et voilà, j'ai montré tout ça, tout ensemble. Et ça a été assez violent en fait. Voilà, en tant que Français, en plus je parlais pas de ça, je parlais d'événements concomitants, mais qui pouvaient évoquer ces choses-là. Voilà un petit peu, j'espère que je suis pas parti dans trop de directions différentes et opposées. Je ne sais pas si vous avez des questions. J'essaie de vous montrer plutôt la façon dont je travaille, avec parfois des doutes ou un cheminement comme ça, pas forcément certain tout le temps, mais avec une véritable joie de faire ce travail. Voilà, j'espère que j'ai réussi à la faire passer un petit peu. Des questions? Les peintres? Les peintres, c'est timide. Hein. Ouais. Il faut savoir que, moi j'ai visité un tout petit peu votre école. Moi j'étais à la fac, à l'université à Paris, à la Sorbonne, on n'avait pas d'atelier. Il y avait un ordinateur pour 5 étudiants. Et j'étais impressionné par, alors je ne vais pas dire que c'est de la chance, mais par les espaces et la possibilité que vous avez de vous mettre dans des coins, d'avoir les ordinateurs. C'est vraiment un bel outil que vous avez là. Moi j'ai une question par rapport aux études, parce que eux ils se posent des questions par rapport aux études mais ils ne vont pas les poser. Quel était le parcours, voilà? Est-ce que c'était par la fac? Et est-ce que la peinture a commencé pendant les études?
avec des réussites, ou est-ce que ça s'est entamé justement à la sortie de l'école? Exactement. Alors non, c'était assez compliqué. Moi j'ai toujours peint en fait depuis petit. Et à la fac, alors moi je suis arrivé, au début je n'osais pas trop faire les beaux-arts et tout ça. Parce que j'ai une grand-mère qui était artiste et c'était vraiment un peu compliqué. C'était la fête tout le temps, mais du coup ça rassurait pas ma famille. Donc je me suis dit, j'aime quand même ça, je vais faire histoire de l'art, je vais faire tout ce qui est à côté. Donc j'ai fait histoire de l'art, médiation culturelle, je suis passé à l'école du Louvre, et au bout d'un moment j'apprenais l'alphabet cunéiforme ancien. Et je me rappelle d'un soir, j'avais mal au dos, il était 22h dans le Louvre, devant les plaques de cunéiforme, je me suis dit c'est pas possible, là, je suis un peu déconnecté. Et petit à petit, je suis revenu en art plastique, parce que les jonctions avec les beaux-arts n'étaient pas possibles à l'époque. Et en fait là, c'était absolument proscrit de faire de la peinture. D'une façon un peu bête en fait. Je me suis rendu compte petit à petit qu'en fait les profs que j'avais étaient finalement des peintres frustrés, et du coup ils étaient d'une violence. Et il faut savoir, c'est la fac où il y a eu Michel Journiac qui est passé, donc avec toute cette histoire de la performance qui est absolument magnifique. Et du coup il voulait encore entretenir ce rapport-là assez avant-gardiste, et pour eux la peinture était vraiment à proscrire. Du coup moi, il n'y avait pas d'atelier, donc moi je la faisais à la maison. Et pour avoir quelques notes, comme ça, je faisais du vidéo, voilà. Et il se trouve que après j'ai passé l'agrégation, et tout s'est très bien passé. Et il y a un excusez-moi. Enfin, à la fin des épreuves, voilà, il y a une épreuve de pratique plastique qui dure 3 jours. Donc là, j'avais passé l'écrit, puis la leçon, la philo, etc. Et en pratique plastique, je me dis, bon, on va faire de la peinture. Et là, j'ai eu 2 sur 20. Et du coup, alors avec 4 sur 20, c'était bon, j'étais agrégé. Et là, ça a été assez violent. En même temps, je me suis prouvé que théoriquement, je pouvais l'être. Et je me suis dit, c'est pas possible, la peinture qui pose autant de problèmes, à tel point qu'on ne veut pas qu'un gars qui fait un peu de peinture soit agrégé. Et donc ça a été un peu violent, mais en même temps je me suis dit il y a vraiment quelque chose à chercher. Genre 6 sur 20 c'est 6-8. Mais 2 c'est vraiment une attaque, parce que 0 il faut faire un rapport, donc ça va plus long. Donc voilà, et c'est parti de là en fait, c'est presque un levier en me disant vas-y, parce que ça dérange tellement que ça doit être intéressant. Mais j'ai toujours aimé ça en fait. J'ai toujours aimé ça. Et voilà un peu le parcours. Et après j'ai eu la chance assez rapidement de rencontrer des peintres un peu plus en place, un peu plus vieux, curieux, et qui m'ont donné un petit coup de pouce, dans la personne de Marc Desgrands-Champs et Jamel Tata notamment. Et puis petit à petit, voilà. Qui eux du coup ont vraiment essuyé les plâtres, parce que j'en parlais également avec Frédéric tout à l'heure. Moi j'ai un très bon ami qui est Bruno Perramant, qui a fait une exposition, qui a participé à l'exposition Cher peintre à Beaubourg en 2002 avec Luc, qui est un ami de Luc Tuymans, etc. Donc parmi les plus grands peintres au monde. Lui, jusqu'à 40 ans, il a gagné un pull avec sa peinture. Il a échangé un tableau contre un pull. Maintenant ça va mieux, mais et je sais pas, vous devez peut-être connaître Luc Tuymans, mais Luc Tuymans a découvert son travail, il est allé chez lui, il y avait 300 tableaux dans sa petite chambre, et il était énervé qu'un pays comme la France laisse moisir comme ça un peintre chez lui. Mais bon, là les choses ont un peu changé. Mais c'est vrai qu'il y a cette question Enfin, il y a une problématique française de la peinture. Pourtant, on est une grande nation de peintres, mais je pense que ça a un rapport avec l'idée d'auteur, en fait. Parce que la philosophie anglo-saxonne ou allemande a complètement géré l'idée d'auteur.
Alors que les Français, non. Ça gêne en fait qu'on dise moi je. Alors du coup, maintenant on fait attention aussi derrière, on essaye de. Mais si vous voulez, il y a ce problème-là. Mais bon, qui finalement vous parle. Je peux citer Eugène Leroy, qui est un très grand peintre, qui est dans toutes les collections publiques et les grandes collections privées. On commence à peine à se rendre compte de son talent et de l'envergure de son œuvre. Robert-Roll, pareil, qui peut être par exemple quasiment le Bacon français. Et on se rend compte que finalement, c'est presque les collectionneurs privés qui ont maintenu vivante, comme ça, pendant un moment, la pratique de la peinture. Parce que Robert-Roll, il n'y a pas aucune exposition. Et ben en fait, si, il est dans les collections, dans les réserves. Dans les réserves. Ouais. Il y en a un Pompidou en ce moment? Non, enfin dans les réserves, mais pas au mur. Mais du coup, ça sort de temps en temps, mais. Dans le Limousin en ce moment. Alors là, du coup, lui, il s'est dit, ok, je construis mon musée. Donc, il s'est fait son musée, et du coup, on peut le visiter, il y a des expos temporaires, enfin voilà. Mais il fallait qu'il lui montre ça pour être un peu plus vu. Et on se rend compte que beaucoup de collectionneurs l'ont. Ouais. Mais bon, ça, c'est des questions un peu annexes à vos préoccupations. Je pense pas qu'il faille choisir aussi une voie par rapport aux éventuels débouchés qu'il y aura. Le truc par contre qui est très intéressant par rapport à ce qu'il y avait avant, que tous les 3 mois ça change le rapport. Par rapport aux Beaux-Arts, par exemple, il y a 5 ans, aux Beaux-Arts, c'était hyper chaud de faire de la peinture, parce que ça a déclenché des débats pas possibles entre les profs, c'était vachement plus agité, et toutes les autres disciplines, moi je sais, je me suis échappé, toutes les autres disciplines, la vidéo, la performance, posaient moins de problèmes en fait. Oui. Et ça c'est drôle que de ne pas être passé par les Beaux-Arts finalement, en ayant passé par la fac, l'école du Louvre et tout, finalement ça a permis aussi de ne pas se décourager en fait, ou de se poser la question au bon moment, de continuer dans cet endroit-là. Mais il faut dire aussi que moi, l'intérêt pour moi d'une peinture, c'est qu'elle tienne face à une vidéo, face à une sculpture, face à une installation. Mais on part un peu avec du retard parce qu'on est face à quand même plus de 30 000 ans d'histoire, quand la vidéo, ça fait maintenant bientôt soit 50 ans, 55 ans. Donc il y a aussi ce rapport-là. Je pense que les artistes ou les critiques qui remettent en question la peinture sont dans ce rapport d'amour au médium, des médiums qui défendent, comme la vidéo ou la sculpture. Mais pour moi, une œuvre n'est pas bonne parce qu'elle utilise tel ou tel canal. C'est comme si dire la sculpture en marbre c'est mieux que la sculpture en bois. Enfin, je veux dire. Et du coup, ils pensent. Enfin, le problème aussi, c'est que les artistes peintres, vous regardez la maison des artistes, 97% sont peintres. Et donc il y a comme ça cette défense du métier qui paradoxalement fait du mal au métier, quoi. Question, vas-y. Est-ce que vous avez d'autres séries photographiques dont vous pouvez nous parler? Ce que j'ai trouvé intéressant, cette série que vous avez montrée, et votre pratique de la photographie, elle est assez, on dirait un peu le hors-champ de votre peinture d'une certaine manière. Alors, d'assez récent, non. En fait, ça faisait très longtemps que je n'avais pas repris l'appareil photo. Et c'est vrai que je le prends plutôt pour documenter des tableaux à venir. Mais ça me plaît beaucoup. En même temps, je trouve qu'on a un moment avec la photo, c'est très très difficile de produire quelque chose. Moi, j'aime beaucoup la photo. Et depuis plusieurs années notamment, et on peut le voir, on voit les tendances aussi appareil photo. Vous avez des galeries du monde entier qui viennent préparer des centaines
de travaux de photographes, bah, je m'ennuie un peu maintenant. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs... il y a les postes à l'école de Düsseldorf avec les architectures un peu comme ça, de banlieues abandonnées, ou enfin, à la suite des Becher et autres, on donnait Gursky, Ruf, Struth. Il y a la photo sociale, on va dire, quasi documentaire, et la photographie plasticienne. Et moi j'y trouve, il n'y a pas de renouveau, je trouve. Et c'est intéressant de s'y plonger, mais pour l'instant, ça me semble très difficile pour moi. J'ai pas compris pourquoi tu as fait de la photo avec la Médicis. Non, j'ai fait beaucoup de... En fait, j'ai voulu m'emparer de cette actualité par la peinture. Et je me suis dit à un moment là, tu vas être un rapace, tu vas faire œuvre d'une tragédie. Et en même temps, c'est un moment, c'est un peu particulier la Médicis, c'est un moment de grand travail, d'introspection, et en même temps il faut sans cesse montrer son travail. Donc j'ai choisi de montrer finalement un à côté, d'essayer quelque chose quand même. Et le début a été la plaque de bois. Et c'était plutôt montrer des doutes et essayer de parler d'un problème sans montrer les images. Et là, naturellement, la photo est venue comme ça. Peut-on en savoir plus sur la plaque en bois? Alors ça, c'était une plaque que j'avais mise au mur, et parfois comme une table sur laquelle je peignais des papiers. Et du coup, vous avez comme ça en réserve la forme des papiers et les coulures et la peinture autour. Si vous voulez, c'est un peu le support. J'ai pas voulu montrer de peinture, mais du coup, j'ai montré comme un aveu de faiblesse le support où elles sont réalisées. C'est pas du tout une œuvre, c'est comme un... Enfin, je considère pas du tout ça, et même... c'est pas à moi de dire si c'est des œuvres, même les tableaux ou quoi que ce soit. Moi, je fais des choses, je les montre et on en discute. C'était plutôt, voilà. Oui, ouais. Quand vous parlez d'actualité, vous parlez beaucoup de... En fait, les thèmes que vous choisissez, souvent, c'est le rapport à la violence, je trouve. Et dans vos tableaux, souvent, cette violence, elle est gommée. Et justement, comment vous l'expliquez? Si vous voulez, pour moi, refaire de la violence, refaire une violente à partir d'un fait ou d'une réalité violente, ça serait, pour moi, encore une fois, quelque chose d'assez stérile. Ça ne mènerait à rien d'autre qu'appuyer cette violence-là. Et par rapport à une tragédie, ça serait bien moindre que la réalité de cette tragédie. Si vous voulez, exemple, pour moi, ça serait faire une couleur de sang comme ça sur une image, ça n'amènerait rien d'autre que de dire, de repointer cette violence. Ce que j'essaye de faire, c'est qu'elle me dépasse un peu cette violence, et c'est du coup d'essayer d'en faire la pâte pour quelque chose d'autre, de l'analyser, de tourner autour, essayer de la comprendre et qu'elle soit presque l'impulsion de départ à autre chose. Ce qui fait qu'au final, c'est pas vraiment violent. On peut me dire parfois que on me dit que c'est un peu glauque, mais donc je sais pas ce que c'est glauque, mais voilà, moi ce rapport à la violence, il est un peu compliqué. Surtout que on est dans une surenchère comme ça en ce moment, je trouve, depuis un beau bout de temps, d'images violentes, et je vois pas l'utilité. Encore une fois, c'est pour moi, il y a certainement plein d'artistes qui la voient eux-mêmes, mais de repartir d'images violentes pour en refaire d'autres. Il se trouve que dans l'histoire de l'art, il y a eu beaucoup d'actes et d'images violentes, et tout récemment même
enfin au XXe siècle et plus récemment des artistes qui ont des pratiques violentes, mais du coup, eux ils ont proposé, ils sont pas partis d'images, enfin la plupart du temps préexistantes, ils ont carrément, je pense à Chris Burdon par exemple, qui se fait tirer dans le bras devant une assistance qui ne fait rien, à Caroline Schneemann qui nettoie des eaux avec du sang et de la viande, un tas d'os comme ça pendant plusieurs heures. Enfin, il y a les actionnistes viennois, etc. Ils montraient, ils mettaient en scène la violence, mais réelle lors de performances et de scènes assez explicites. Le fait d'en faire image, moi je trouve qu'elle est déjà suffisamment autour de nous et en permanence là que pour moi j'y trouve c'est pas mon rôle en fait, je me sens pas là-dedans. Votre réponse elle est intéressante je trouve parce que du coup dans les exemples que vous prenez des exemples de performance et comme vous êtes peintre, j'ai envie de vous demander comment vous vous situez à la peinture d'histoire par exemple et de fait les derniers grands peintres d'histoire qui parlent de violence, on peut dire que c'est le 13 des Maillots, on va dire, et Guernica, mais c'est peut-être les deux, et peut-être aussi les expressionnistes allemands, Beckmann, des gens comme ça, mais voilà, à la limite. Et donc, comment est-ce que vous mettez dans cette filiation-là ou pas du tout? Alors, moi je dirais, la violence en peinture, c'est un peu... Là, vous parlez de la représentation de la violence en peinture, ce qui est aussi... Non, l'histoire. C'est-à-dire que vous prenez quand même des éléments historiques. Les migrants, alors l'actualité si vous voulez, mais le 13 des Maillots c'était contemporain de son peintre, et Guernica c'était contemporain de son peintre. Donc c'est plus cette question-là que celle de la violence qui m'intéresse. Mais, enfin, moi, si vous voulez, pour moi, les asperges de Manet sont aussi violentes que, mais je le pense réellement, c'est pas pour vraiment, hein, c'est sincère, que le 13 de Maillots. C'est-à-dire, dans une peinture, vous avez deux possibilités que la violence, on va dire, que la catastrophe advienne. Vous avez l'image représentée et la façon dont vous la représentez. Et c'est en ça que je dis que les asperges de Manet peuvent être d'une violence ahurissante, bien que ce soit des asperges, enfin, ce soit une représentation d'asperges. Et du coup, moi je me tournerais davantage vers justement Manet, vers ou Picasso, c'est-à-dire qui disait que la révolution commence sur le mur au-dessus du canapé des salons bourgeois. C'est-à-dire que l'image, faut avoir conscience d'où elle part et où elle arrive. Si on peut toucher autre chose que simplement le marché de l'art, c'est fantastique, mais d'avoir pour moi une clairvoyance aussi. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas accès à l'art, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas accès à ces magnifiques tableaux que vous citez. Et malheureusement, les gens qui se battent dans la rue, l'art, c'est pas forcément la première de leurs préoccupations. Donc moi, dans ce rapport, si vous voulez, ce rapport à la violence et à l'histoire, c'est un levier déclencheur. Mais je ne veux pas produire de discours dessus, justement. J'ai parlé d'Israël et du mur d'Israël-Palestine, et je monte ce mur. Moi, mon rôle, c'est si j'en ai un, c'est simplement de montrer ce mur et de le montrer autrement. C'est peut-être mais pour l'instant, je l'ai vu comme ça. Parce que aussi, il faut savoir que dans la peinture de la violence, vous faites quand même l'image, quoi. C'est pour ça que les œuvres 13 de Maillots est si forte, ou les Delacroix, c'est qu'il y a les deux. Et finalement, je pense que c'est possible à partir du moment où vous êtes un très grand peintre et que vous savez du coup faire des asperges une catastrophe picturale. C'est Deleuze qui parlait de ça, cette double catastrophe en peinture.
justement. Après, c'est aussi une question de jugement, c'est-à-dire que certains vont voir dans ces asperges-là quelque chose de complètement insignifiant, mais je pense, enfin, selon moi, qu'elles peuvent dire autant. Enfin, du moins sur la violence. Moi, je le trouve très sensuel, mais c'est mon point de vue. Bah oui, non, aussi. Mais la violence, c'est très sensuel aussi, malheureusement. C'est pour ça qu'on est attiré par ça. Moi, je voulais... On était sur des histoires de médiums. Enfin, moi, ce qui m'a un peu interpellée, c'est que la question, c'est que je trouve que votre peinture, moi, je me relie énormément à la question de la chambre en photographie. C'est-à-dire que cette impression de calme qu'on a, moi, je trouve, me renvoie vraiment à ce que nous, spectateurs, on ressent face à une photographie faite à la chambre. Je pense notamment aux photos d'Éric Poitvin, où on a une espèce de suspens comme ça. Pour moi, il est à l'image, justement pas du tout à la question de la peinture. Et au-delà des couleurs aussi, je sais que Marie Desgrands-Champs, en fait, ses modèles, c'est des poses sur les films. Et alors justement... Il fait aussi beaucoup de photos. Ouais. Mais il aime beaucoup le cinéma, il fait beaucoup... Ouais. Et cette question de la pose, sans jouer sur les mots PAUSE, je trouve, est très forte aussi chez vous, qui a aussi à voir, je trouve, avec cette histoire de suspens. C'est-à-dire qu'on est dans vraiment la question du temps arrêté, c'est-à-dire que votre peinture, moi, me renvoie beaucoup plus à l'image animée qui se serait arrêtée d'une certaine manière. Voilà, donc je trouve que même si effectivement on est dans de la peinture, moi ça me renvoie beaucoup plus à des techniques d'aujourd'hui ou notre regard par rapport à cette question de l'arrêt du temps, quoi, qui est liée à l'image en mouvement, comme puis la vidéo, quoi. Mais je suis assez d'accord avec vous en fait. Il se trouve que, comme tout un chacun aujourd'hui, je vois beaucoup plus d'images en mouvement que d'images fixes ou de peinture, mais j'essaie d'en voir un maximum. Et forcément, je pense que ça influe sur la façon de peindre et sur la façon de penser l'image. Et même, je l'ai dit au début, c'est-à-dire que quasiment ma façon de peindre est déterminée par le mouvement des images alentour. Et je pense que c'est une des voies possibles de la peinture aujourd'hui. De toute façon, elle doit changer, le peintre doit regarder autour, sinon il n'y a plus d'intérêt. Et donc ça doit certainement changer ce rapport à la peinture. D'ailleurs on l'accroche plus pareil, on met des fonds blancs, des néons, ça peut aussi, enfin je veux dire, les choses sont mouvantes comme ça. Avec certainement a posteriori une vision un peu plus historique et critique là-dessus. On se rend compte que là, pendant 20 ans, c'était pas terrible, on évoluait vers autre chose ou pas, donc on est plus en vibration, enfin en réaction aussi par rapport à ce qui... Bon, mais merci. Ben, merci à vous. L'école d'art vous invite à boire un petit verre dans la salle du fond. Et pour les prépas, juste pour les prépas, pour le workshop de demain, Romain, vous avez demandé, n'oubliez pas les 5 photographies justement qui nous tiennent à cœur.